Bonjour à tous, bienvenue dans Cut & Click pour une nouvelle vidéo. On débute l'année 2023 et d'ailleurs on vous souhaite à tous et à toutes la meilleure année possible à vous et à vos proches. Et on va parler dans cette vidéo des films les plus attendus de l'année 2023. Alors vous allez voir, on va faire un top 10, Greg et moi, de nos 10 films les plus attendus de l'année. Il y aura quelques mentions spéciales, on terminera avec les très très gros films de l'année 2023 qu'on n'aura pas cités. On dira si on les attend un peu ou pas du tout. Bref, voilà une année 2023 qui s'annonce fameuse, mon cher Greg. Bonjour. Salut mon cher Kerr, comment tu vas ? Très bien. Alors tu sais, je vais être honnête, quand j'ai préparé la vidéo, et je t'en avais parlé un petit peu. Ça veut dire que tu as eu des bonnes résolutions. Voilà, et j'ai dit cette année 2023, tu vois, le classement, il n'y a rien qui me chauffe énormément, et quand on creuse en fait, cette année 2023 s'annonce fameuse. Alors comment on va faire notre petit classement ? Vous allez voir, on va essayer de faire ça de manière ludique. On va tous les deux commencer par notre top 10, enfin par le 10e, ensuite on fera tous les deux notre 9e. Forcément il y a des moments ça va se croiser, on réagira à ce qu'a dit l'un ou l'autre, et puis bien évidemment on va pas se répéter énormément sur les films qui ont déjà été cités. Tu commences, c'est quoi ton numéro 10, mon cher Greg ? Mon numéro 10, qui était donc un célèbre égyptien, c'est Kno 4 de cabine, qui est donc le nouveau Shyamalan, dont j'avais parlé en news il y a quelques temps, qui sort le 3 février, donc dans pas si longtemps que ça. On va essayer d'être concis, parce qu'il y a beaucoup de films. Qu'est-ce qui me tente et pourquoi ? C'est Shyamalan. Et la deuxième raison, c'est le pitch. C'est des étrangers arrivent dans une maison dans la forêt de vacances et ils annoncent à une famille qu'ils devront en sacrifier un des leurs pour sauver l'humanité. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Comment faire ce choix insurmontable ? Eh bien, le film y répondra sans doute brillamment, puisque Shyamalan n'a jamais fait que des chefs-d'œuvre. C'est à toi, mon cher. Alors j'aime beaucoup Shyamalan. Au casting, il y a Dave Bautista, Rupert Grint, notamment de Harry Potter. Je l'ai pas mis dans mon top 10, mais j'aurais pu. Je commence avec, probablement, et vous allez être surpris, un des films les plus attendus de l'année. En 10e, c'est Oppenheimer, le film de Christopher Nolan, biopic sur donc Oppenheimer, le père, considéré comme le père de la bombe atomique. Avec un casting énorme, c'est Cillian Murphy qui joue Oppenheimer, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. Enfin voilà. Pourquoi est-ce que je le mets aussi bas ? C'est parce que les biopics c'est pas trop ma came. Et pourquoi est-ce que je le mets quand même dans le top 10 ? Parce que c'est Nolan, parce que c'est le casting et que les premières images sont très belles. Donc voilà. Donc oui, c'est un Nolan quoi. Ton numéro 9, mon cher Greg. Mon numéro 9, et là vous allez vous rendre compte que c'est une liste de films qu'on attend le plus, c'est très très subjectif, et ça fait quelques mois, semaines que j'ai pu participer à une partie de Donjons et Dragons, et ça m'a donné, alors on en a produit en fait dans ma boîte des Donjons et Dragons, et du coup j'ai dû m'y intéresser, et évidemment je suis un peu tombé là-dedans, j'ai vu que c'était un monde de passionnés, et quel beau moment pour se mettre à Donjons et Dragons, puisqu'un chef-d'œuvre visiblement va sortir sur nos grands écrans le 31 mars. Eh bien, je parle donc de Donjons et Dragons, l'honneur au milieu des voleurs. Et je sais pas quoi penser de ce film. Soit ça va être une cata, soit ça va être une surprise inattendue. Mais j'ai extrêmement hâte de voir ce film, surtout que les communautés de rôlistes et les communautés de Donjons et Dragons sont en feu et à sang en ce moment suite à des problèmes incroyables de gestion de la licence. Je vais pas rentrer dans le débat, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a des trucs qui sont complètement fous, et pouf, au milieu de ce drama intersidéral, le film va sortir. Je suis très très curieux de ce que ça va donner. C'est vraiment un des films que j'attends le plus. Je veux voir ce que ça va être. Voilà. Ouais, avec le mec de Bridgerton, on voit Chris Pine également sur l'affiche. Je te le dis clairement, je l'ai pas mis dans mon top 10. Même pas dans mes mentions. Mon numéro 9 à moi, c'est Babylone, le nouveau film de Damien Chazelle. Donc le réalisateur de La La Land, qui sort le 18 janvier, un film sur les années 20 à Hollywood, avec Brad Pitt notamment, avec Margot Robbie,
avec Jean Smart qu'on avait vu dans Watchmen, qui était excellente dans Watchmen, qui a gagné le Golden Globes de la meilleure musique, accessoirement. Bah écoutez, j'ai adoré La La Land, qui est pour moi un chef-d'œuvre, donc Chazelle, je lui fais confiance. Le truc qui fait qu'il est pas plus haut, c'est je le trouve un peu long. J'ai peur qu'il soit un peu trop long et que ça me bloque un petit peu. Voilà. À toi, ton 8. Tu vas voir, mon 8 est surprenant. C'est bon en plus. Le numéro 4 vous surprendra. Du coup, moi, c'est Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. J'ai adoré l'interprétation de Jonathan Meyers dans Loki 2. Du coup, j'ai plus mon cerveau ce soir. De Kang. Merci. Et du coup, j'ai très hâte de voir la version cinéma. C'est marrant parce que d'habitude, les Ant-Man, c'est peut-être dans les MCU ceux qui me tentent le moins avec les Miss Marvel. Et là, vraiment, Jonathan Meyers est pour moi l'argument pour aller voir ce film en Day One. Alors, je te le dis aussi, je ne l'ai pas mis dans mon top 10. C'est quand même aussi l'introduction à toute la nouvelle phase du MCU, puisqu'il est censé être le méga méchant, ce qui était évidemment une autre raison. Ouais. Donc c'est un argument en faveur de Ant-Man and the Wasp of Quantum Mania in the Sadness of Multiverse of Madness. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a une bande-annonce qui est sortie il y a 2 jours. Et je vais détester cette bande-annonce. Elle ne m'a pas du tout donné envie de voir le film où il y aura un autre méchant qui est MODOK. Donc je ne l'ai pas mis, mais bien évidemment, j'irai le voir aussi. Mon numéro 8, c'est Barbie. C'est Barbie de Greta Gerwig. Alors, on pourrait dire, mais what ? Et en fait, je suis persuadé que derrière ce film, il y a beaucoup plus que on pourrait le croire. C'est pas une adaptation de Barbie, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que Greta Gerwig est loin d'être ou Gerwig, je sais pas comment, Gerwig, je sais pas dire son nom, je suis désolé Greta. Et derrière il y a un casting en béton armé: Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Simu Liu de Shang-Chi. Donc franchement, il y avait tout pour que ce soit l'ultime nanar de l'année, et il y a tout maintenant sur le papier pour que ce soit un film qui cache énormément son jeu et qui en a beaucoup dans le ventre. Donc Barbie m'intrigue. Donc 8e pour moi. Moi, c'est. Tu peux dire si c'est dans ton classement ou pas. Donc, du coup, je profite d'en parler maintenant. C'est pour les mêmes raisons que ce que tu viens d'évoquer. Surtout que Margot Robbie est dans un trip un peu film indé, et du coup, le fait que ces derniers temps, elle a mixé gros et petits films. Et celui-là, elle le place un petit peu comme si c'était un film indé. Ryan Gosling aussi. Et donc moi j'ai l'impression que ça pourrait être un retournement complet de la licence, qu'en fait ce serait vraiment un propos très féministe ou un truc. Je suis effectivement très curieux de ce que ce film va donner. On enchaîne avec mon numéro 7, c'est Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les grandes franchises de films d'action, ces derniers temps, les Missions Impossibles sont ceux qui ont le plus délivré, je trouve. Une réalisation impeccable sur les derniers. Tom Cruise qui était pour le coup toujours aussi fou, qui essaye toujours de faire la cascade incroyable de machin. Je suis souvent très surpris par les scénarios. Franchement, les tout derniers, les 2-3 derniers Missions Impossibles étaient largement au-dessus du lot. Donc voilà, moi ça me tente, et ça sort le 14 juillet pour la fête nationale. Ouais, et alors c'est un film en 2 parties avec Hayley Atwell notamment qui rejoint le casting, et la bande-annonce a l'air vraiment très bien. Enfin, elle a l'air de montrer un film qui a de grandes qualités. Hein. Ma première phrase ne voulait rien dire. Je l'ai pas mis dans mon top 10, c'est pas même dans mes mentions, mais j'ai que 2 mentions. Moi, donc, mais oui, c'est un film qui a du potentiel indéniablement. Mon 7e, c'est un film qui a fait beaucoup parler. C'est alors, je sais pas le dire. Hein. C'est The Whale de Darren Aronofsky. Avec Brendan Fraser, donc qui va jouer une personne
en obésité morbide qui n'attend qu'une seule chose, c'est de mourir seul chez lui. Et qui a une volonté qui est de se renouer des liens avec sa fille, qui est jouée par Sadie Sink de Stranger Things. Le personnage principal est interprété par Brendan Fraser, qui a été acclamé pour le rôle. Il était présent aux Golden Globes. Sadie Sink dans un autre rôle que Stranger Things, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Aronofsky est un immense réalisateur. Je les critique parce que le film est déjà sorti aux US depuis quelques mois. Sont très bonnes. Et petite anecdote sur le film, il est sorti, alors pas quelques mois, quelques semaines, il est sorti dans très très peu de salles aux US et il a fait $300,000 sur son premier week-end par salle, ce qui est absolument énorme. Donc en fait il était très peu diffusé, mais par contre dans les endroits où il était diffusé, les gens se sont bousculés pour aller voir le film, qui a été acclamé, je sais plus dans quelle phase, si c'est à Berlin ou à Venise, mais en tout cas voilà, moi ce film j'ai hâte de le voir. J'en dis tu l'as cité, toi aussi, parce que il était dans mes mentions honorables. Il y a des fois, il y a des films, ça trompe pas, il y a vraiment toutes les interviews des films qui ont le plus marqué de l'année, des acteurs, les tables rondes d'acteurs, de réalisateurs, ils sont tous en train de citer The Whale, et du coup je peux pas dire que c'est dans mon top 10 des films les plus attendus de l'année, parce que j'en sais trop peu. Mais par contre, si on faisait le top 10 de beaucoup de personnes de la profession, il est très largement dedans. Donc un film qui, à mon avis, n'a pas loupé. J'enchaîne avec Oppenheimer. Alors, je vais faire très vite parce que Karl l'avait cité avant. Moi, je l'ai mis en 6e, un tout petit peu plus haut que lui dans le classement. La raison, elle est simple. Enfin, tout ce qu'il a dit est totalement juste. Moi, c'est Nolan qui justifie qu'il monte, même si j'étais très déçu par le dernier Nolan. Tous les autres m'ont énormément plu, enfin l'avant-dernier Nolan. Tous les autres m'ont énormément plu, donc bon, j'ai envie de dire, ça me paraît pas déconnant, même si il faut avouer que pour le coup, la bande-annonce me dessauce, comme on dit dans le milieu culinaire. Mais bon, franchement, Nolan, j'ai du mal à croire que ce soit pas incroyable, donc j'ai hâte de le voir. Mon cher Claire. Toi, t'as fait ton 6, hein, donc c'est à moi le 6. Alors, mon 6, j'ai mis que 6e. C'est étonnant, mais c'est parce que, un peu comme toi, je sais trop peu de choses sur le film. C'est The Killer de David Fincher avec Michael Fassbender. Michael Fassbender qui va revenir, ça fait un moment qu'on le voit plus. C'est l'histoire d'un tueur en série qui commence à être pris de remords, si j'ai bien compris le pitch. Pourquoi 6e ? Parce que David Fincher est à mes yeux un des plus grands réalisateurs de la planète et que aucun de ses films ne m'a déçu. Donc voilà. Ça m'a l'air d'être des très bonnes raisons. Aussi. Et du coup, moi, je vais enchaîner pour à peu près les mêmes raisons, mais sur un autre film. C'est Napoléon qui est mon 5. Et oui, c'est pas parce que j'ai une appétence pour les dictateurs, c'est plus parce que c'est réalisé par Ridley Scott, et c'est Ridley Scott et Joaquin Phoenix, un peu le retour depuis Gladiator de ce petit duo. Et j'ai envie de dire, quand il y a des gens qui ont bossé sur Gladiator qui refont un film ensemble d'époque, moi j'y crois, il y a pas beaucoup de débats. Donc ouais. Pour moi c'est 5 naturellement. Et alors moi je l'ai pas mis parce que le Napoléon, l'histoire, je m'en fous. Mais je me fous pas de l'histoire, je me fous pas de l'histoire de Napoléon, mais le voir en film ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je t'ai même entendu dire, le truc Napoléon, faut me prouver qu'il existe. Non, le truc c'est que c'est un sujet que je connais très bien parce que j'ai fait des études d'histoire, donc revoir un film sur Napoléon me chauffe pas plus que ça. Joaquin Phoenix, par contre, le voir en Napoléon, mais oui. Pour les Gladiateurs, ça t'a chauffé. Toi, alors le truc, pourtant, je veux juste joue dire, aux Gladiateurs tous les week-ends du côté de ta ville. Là, vous avez une petite arène. Là, tu y es allé tranquille, alors que Napoléon, tu veux pas. Bon, très bien. Le truc, mais je suis allé voir Gladiator au cinéma à Dunkerque. Est-ce que juste là, à l'image, tu peux dire oui, c'est sûr, Napoléon a existé, s'il te plaît. Je voudrais t'entendre. Mais oui, bien sûr, Napoléon a existé, mais je sais même pas ce que. Par contre, le truc, c'est que je tiens à souligner que dans la dernière vidéo news, j'avais parlé des difficultés de tournage
qu'avait eu Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, parce que Joaquin Phoenix retouchait l'intégralité du scénario. Et il y a une personne dont je n'ai pas le nom dans les commentaires qui a dit c'est normal, Joaquin Phoenix n'est pas commode. Et j'ai trouvé ça très drôle, donc je partage cette vanne. C'est ton 5. Mon 5 va vous surprendre pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est un film français et ma religion normalement cinématographique m'interdit de mettre des films français dans le classement. Je rigole, mais c'est quand même un film français. C'est un film en 2 parties. J'ai vu la bande-annonce, j'ai été assez étonné par la qualité de la bande-annonce et par l'ambition, on va dire, spectaculaire de ces 2 films. C'est Les Trois Mousquetaires qui sortira, la première partie qui s'appelle D'Artagnan le 5 avril et la deuxième partie qui sortira en décembre, mi-décembre, qui s'appelle Milady. Donc ça fait un peu penser à ce qu'avait fait Cassel sur, j'ai oublié son nom, voilà, le tueur français là, Crotte de Biquette. Bref, vous voyez très bien de qui je parle. De quoi ? Tu parles de Vidocq ? Mais non, pas du tout. Vidocq, c'est pas un tueur français. J'ai cru que tu parlais du film Vidocq et de ce qu'il avait apporté. Mais non, il n'y a pas Cassel dans Vidocq. Vidocq, c'est Depardieu. Oui, tu as raison. Mais si vous savez très bien un tueur français dans les années 70, Cassel, tueur, il va me mettre Doberman si je tape sur Google. Mesrine, voilà, qui d'ailleurs voulait qu'on l'appelle Mérine. Donc voilà, ça me fait un peu penser à ça, mais par contre, je trouve qu'il y a visuellement, ça envoie. Au casting, on a François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille qui joue donc les 4 mousquetaires, plus donc D'Artagnan, c'est François Civil, et Eva Green qui joue Milady. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, je vais être honnête, ça m'attire. À toi, mon cher Greg, pour ton 4. Moi, est-ce que tu l'avais mis les mousquetaires ? Parce que effectivement, les visuels ont l'air d'envoyer. Et je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit un film que même un peu patriotiquement, il faudra aller voir pour aider un petit peu le cinéma français à tenter des films un peu plus ambitieux dans ce monde mondialisé. Mon numéro 4, en fait, un monde mondialisé. The Killer de David Fincher. Les mêmes raisons que toi, sauf que pour moi, la présence de David Fincher en réalisateur justifie d'être plus haut dans la liste. Et voilà, il a réalisé Fight Club, quoi. Voilà. Pourquoi, en fait, du coup, j'ai envie de dire, je devrais justifier pourquoi il n'est pas en première place. Mais oui. Voilà. Non, mais si tu me dis, t'as le choix entre aller voir les 3 mousquetaires que j'ai mis 5e ou The Killer que j'ai vu 6e, je vais voir tout de suite The Killer, comme j'irai voir avant le Aronofsky ou le Damien Chazelle ou même le Nolan, en fait. Mais j'avais envie de pousser un peu les 3 mousquetaires, c'est vrai que je l'attends. Ah oui, mon numéro 4 à moi, c'est... Ta liste est politique. Pas du tout. Mon numéro 4, c'est The Fabelmans, qui vient de remporter le Golden Globes du meilleur film dramatique et également le Golden Globes du meilleur réalisateur. Son réalisateur, c'est un mec qui débute dans le cinoche. Steven V. Spielberg. J'espère que je massacre pas son nom. Donc c'est bien évidemment le nouveau Steven Spielberg et c'est un film extrêmement particulier pour lui. Pourquoi ? Parce que c'est un biopic sur sa vie avec Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen. Il y a beaucoup de... Alors il est déjà sorti aux États-Unis et il y a beaucoup de... Dans la promo, il y a beaucoup d'acteurs qui ont dit que Spielberg était très souvent touché pendant le tournage et pleurait. C'est un film qui est très personnel sur Spielberg. Spielberg est pour moi le Michael Jordan des réalisateurs, ce qui est pour vous dire vraiment à quel point je le place très très haut. Donc tu le places en dessous de LeBron, il a... Oh non, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit. Bouh. Non. Oh non, t'as pas le droit. Il a fait, je pense, 3 de mes films qui sont dans mon top 10. D'ailleurs, on a prévu de faire des vidéos sur nos top 10 de films, ça va arriver. Il a fait le film qui a le plus marqué ma vie, qui est Jurassic Park. Donc, voir ce film personnel sur Spielberg, qui a en plus été adoubé par le tout Hollywood lors des Golden Globes, ça me chauffe. Je l'ai mis 4e parce que biopic, j'aime pas trop, mais là c'est biopic de Spielberg, donc quand même. À toi, mon cher Greg, tu l'as mis ou pas, The Fabelmans ? Dans mes mentions honorables.
Mention honorable. Spielberg, ouais, vas-y, je te le mentionne mais parce honorablement. En fait, le truc, c'est que le fait que ce soit un biopic, j'ai l'impression que c'est le genre de film où on se touche la sucrerie. Mais le truc, c'est que effectivement, on parlait des tables rondes d'acteurs. Ils sont tous en train de, enfin, les deux scénaristes, ils sont tous en train de te citer Faberman comme étant expert et mouvement, un truc à voir, etc. Ouais. Le casting et c'est un faux biopic, est genre 5 étoiles de chaque 5 étoiles. C'est pas les acteurs les plus connus d'Hollywood, mais c'est dans les meilleurs. Et du coup, effectivement, ça donne hyper envie. Et j'ai envie de dire que l'actrice, j'ai oublié son nom, Michelle Williams, c'est complètement c'est ce qui rend le film fort, c'est que dans Dawson, elle jouait la petite copine de Dawson qui est fan de Spielberg, et ça a influencé sa vie d'adolescent. Et là maintenant, elle joue dans le biopic de Steven Spielberg. Et elle joue la daronne de Spielberg. À mon avis, ce film est une espèce de suite psychologique, vraiment canonique à Dawson. Et ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de l'avoir en mention honorable. Je sais pas du tout où j'allais, mais et attends, je disais un truc important quand même. C'est un faux biopic, c'est-à-dire que ça va raconter l'histoire d'un enfant qui est passionné de cinéma et qui est poussé notamment par sa mère, etc. Donc c'est pas vraiment Steven Spielberg, et du coup il y a des éléments aussi fictifs qui vont rendre le film extrêmement ils expliquaient que tous les jours il pleurait sur le tournage, etc. parce que ça lui rappelait des trucs fictifs. Et par exemple, il change des trucs, tu vois. À un moment donné, le mec va faire Parc Jurassique. Tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, j'ai saisi la nuance. Donc on en était où ? Ton 3. On était en 3. Là, on arrive sur le podium, là, j'espère que tu vas envoyer du lourd. Direct, moi j'envoie Dune par 2. Quoi ? Tu le mets 3e ? Ouais. C'est une pyramide, tu sais, dans le désert. Donc, 3e place du podium, c'est logique. Eh bien, Dune, effectivement, 3e place, n'en déplaise à Kerr, parce que le premier m'a vraiment plu. Le réalisateur a montré qu'il savait être à la hauteur de la licence. Franchement, très réussi ce Dune part 2. Enfin, ce Dune part 1. Le budget et le développement de la licence au cinéma étaient soumis à la caution de la qualité et du succès public du part 1. Ils n'ont pas pu avoir on va dire, les vannes aussi ouvertes que ça a été le cas pour Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux, où il avait du coup plus de budget pour partir direct sur la préparation d'une trilogie. Là, on sent que c'était un peu plus fragile dans le financement du premier. Et là, ça y est, c'est ouvert. Il a part 2, il a part 3. Et le film est quand même grandiose, donc pour moi c'est une de mes grosses attentes de l'année. Le seul truc, c'est que je trouve qu'il sort très peu de temps après le part 1 pour un film qui n'a pas été préparé en même temps. Les éléments de décor n'ont pas été faits pour faire plusieurs films, les costumes, l'accessoirisation, etc. Même les endroits où ils sont tournés n'ont pas été faits pour encaisser plusieurs tournages. Donc j'ai juste un peu peur du temps pour un film qui est censé être plus gros. Mais à part ça, j'ai envie de dire, ça me chauffe beaucoup. Mais même, tu parles, ils n'ont pas prévu pour la suite, et du coup, même les acteurs n'avaient pas signé de contrat, et Timothée Chalamet, par exemple, était engagé sur d'autres projets, il a été remplacé par Cadmerade, et il faut voir si vraiment ça va prendre. Moi, Dune, je l'ai pas mis dans mon top 10, pour une simple et bonne raison que je viens de la Somme et du Pas-de-Calais, tout ça je connais, et donc les dunes de Berck, de Fort-Mahon, de Quimplage, tout ça, je trouve pas ça terrible, donc j'ai pas confiance. Eh ben mon 3e, ça va être un Marvel, figurez-vous, un bon gros Marvel avec des gardiens de la galaxie. Non, pas du tout. C'est un Marvel, mais c'est Spider-Man Across the Spider-Verse, bien évidemment. C'est la suite d'Into the Spider-Verse qui est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, si vous voulez regarder la tier list Spider-Man et nous insulter accessoirement, n'hésitez pas à sauter dessus. Là, vraiment, visuellement, on a l'impression que
C'est dans la droite lignée de ce qui avait été fait dans Into the Spider-Verse. Il y a énormément d'idées qui fusent partout dans les différentes bandes annonces, et puis il y a énormément de Spider-Man divers et variés qui vont être là, notamment celui du jeu vidéo d'Insomniac. Donc bah oui, je l'attends énormément. J'étais même étonné qu'il ne soit pas plus haut dans mon classement, mais il y a 2 films vraiment que j'attends plus que ça cette année, mais je vais courir voir Across the Spider-Verse, qui est un film en 2 parties. D'ailleurs, petite précision sur Dune, la 2e partie est commandée, la 3e ne l'est pas encore, et la 3e sera sur le 2e bouquin Dune. Donc à la fin de Dune part 2, on aura l'intégralité du bouquin Dune, puisque la part 3, Denis Villeneuve a expliqué que c'était sur les Messies de Dune. À toi, mon cher Greg, pour ton numéro 2. Fais-moi rêver. Mon numéro 2, il est très contestable si on est juste en train de regarder froidement le cinéma tout court, mais c'est subjectif et du coup, eh ben, je fais ce que je veux, et c'est Indiana Jones et And the Dial of Destiny que je mets en 2. Pourquoi ? Alors déjà parce que Indiana Jones, c'est quelque chose qui a vraiment bercé mon enfance, donc c'est une licence qui est plus importante pour moi que d'autres licences. Et la deuxième raison, c'est que quand j'ai commencé mes études dans les écoles de ciné, on passait de longues heures, mais vraiment de très longues heures à étudier The Skull of Crystal, donc qui était le dernier avec Spielberg, qui n'était en soi pas forcément un bon film. C'est pas un film que j'ai vraiment apprécié. Je suis même pas sûr que j'avais mis dans mon top des films de l'année à l'époque, quand je faisais des petites listes tout seul. Et là, mais fait est que la réalisation était impeccable. Cette fois-ci, c'est pas Steven Spielberg, mais ils ont mis un réalisateur, ou en tout cas dans la bande-annonce, ils nous font comprendre qu'ils vont essayer d'avoir le même brio de réalisation que Spielberg. J'ai envie de dire bonne chance à lui. C'est vraiment, c'est une licence qui m'est chère, et du coup j'ai vraiment beaucoup d'attentes. J'espère qu'ils vont pas la trahir. Le truc, c'est que Harrison Ford a dit qu'il ne reviendrait que s'il y avait un bon scénario. Là, je parle donc de Star Wars épisode 8 et 9, enfin de Star Wars épisode 8. Et du coup, il a dit la même chose sur Indiana Jones, donc je suis un peu dans le doute. Voilà, il faut pas le cacher. Mais c'est vraiment une licence qui m'est chère, et c'est pour ça que je le mets en 2. Voilà. Alors le réalisateur, c'est James Mangold, le réalisateur de Logan, et son nom veut littéralement dire homme en or. Donc c'est quand même rassurant, j'ai envie de dire. Ouais. Mon 2 à moi, mon cher Greg. Est-ce que tu crois que du coup il est là pour enterrer toutes nos idoles avec ses films ? On verra. Bah ouais. Allez, ton 2. Spoiler Logan à ceux qui l'avaient pas vu. La violence. Mon numéro 2, c'est Killers of the Flower Moon, qui est un film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, qu'on a vu notamment dans Fargo et bien évidemment dans Breaking Bad, et Brendan Fraser, qui est, je l'ai cité tout à l'heure à l'affiche de The Whale. C'est une enquête sur des meurtres avec un enquêteur du FBI. Je sais pas si l'enquêteur du FBI c'est Plemons ou DiCaprio, parce que je crois que le premier rôle c'est pour Plemons. Martin Scorsese, un casting de ouf, ça me chauffe énormément. Donc numéro 2, et j'ai hâte de voir ce film. Voilà. Ça, quand même, hein, on a cité Spielberg, Aronofsky, Fincher, Scorsese. C'est quand même du lourd cette année. C'est une année qui vraiment sent très très bon. Tous les gros réalisateurs sont de retour. Comme ta bouffe. Qu'est-ce qui te fait marrer ? J'ai dit comme ta bouffe. Ouais, c'est une année qui sent vraiment très bon. Et tous les grands réalisateurs sont présents. Enfin, vraiment, on sonnait comme ça dans le corps du Gondor. Il y a les habituels Marvel, etc. Mais il y a vraiment les grosses licences action autres. Il manque Luc Besson que Marvel qui sont présentes. Il manque plus que Besson, ouais. Et qui prépare Lucie. Le disque dur est passé en SSD. Et donc, du coup, bref, franchement, c'est une année que j'attends énormément. Et puisque tu parles de Killer Moon et qu'on a fait nos 2, eh bien là, on va passer en mention honorable. Et donc, les mentions. Mais non, mais t'as pas dit ton premier.
Bah, je le dis après les mentions honorables. Ah ouais, Bah, ça met la tension, ça met la pression. Ah ouais. Attends, tu te rends pas compte. Là, les gens, ils sont en train de mettre. Ils sont forcément en train de se dire, mais pourquoi? Enfin, déjà, pour être resté aussi long, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il n'y ait plus personne devant le téléphone ou devant l'écran de télé, parce qu'ils sont juste endormis. Après, s'ils sont restés, c'est peut-être juste pour mettre un message en disant « Je suis pas d'accord avec vous !» Le commentaire, j'imagine. Bah, il y a forcément un commentaire où il y en a un qui va dire ah, y a l'autre blaireau il a mis Barbie et l'autre blaireau il a mis Indiana Jones. Donc. Bah, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est de bonne guerre. Après, il faut voir les films. Ouais. Et j'ai envie de dire, après, on verra qui est resté pour ta Bon, ta vas-y, vanne fais tes de mentions mots de la honorables. fin. Allez, les mentions honorables. Plus on parle, moins tu entendras quel est mon numéro. Donc, mes mentions honorables restantes, puisque tu en as beaucoup de mes mentions honorables, sont dans ta liste. Il y avait Killer Moon, évidemment. Scorsese, DiCaprio, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Les Gardiens... Killers of the Flower Moon. Quoi ? Tu massacres le titre. Killers of the Flower Moon. Ok, donc ensuite j'avance vite sur bon, il y en a beaucoup que tu as cité, donc j'ai relis une tiers de ma liste. Il y a Gardien de la Galaxie volume 3 qui sort le 5 mai. Ça je l'attends puisqu'il est censé être l'arrivée d'un personnage qui pourrait être la clé non pas de cette phase mais des phases suivantes. Donc Madame Warlock. J'avoue que j'ai peu d'attentes sur le film en lui-même, mais l'introduction de ce personnage par contre moi m'intéresse beaucoup. Il y a ensuite Babylone dont tu avais parlé avant, il y a The Whale, il y a évidemment aussi peut-être vraiment un des films que j'attends le plus, mais qui pour les raisons que j'ai évoquées, ne pouvait pas être dans mon top, mais vraiment je l'attends énormément, c'est The Flash. Je sais pas si j'attends plus le film ou la communication autour du film. C'est-à-dire que là, on a un truc qui est une espèce de première mondiale. Il y a un des plus gros films qui va avoir le plus de communication. On va avoir le poster de The Flash partout, dans le métro, dans les pubs YouTube, dans tout ce que vous voulez, vous allez avoir des pubs The Flash, une des plus grosses sorties. Et l'acteur qu'on va voir plusieurs fois, puisqu'il a plusieurs fois le rôle de Flash dans le film, est en train d'être traîné en procès aux États-Unis, dans d'autres pays, pour des trucs qui ont l'air hyper graves. Et là-dedans, on a DC qui est en train de tout bazinguer. On a Black Adam qui est sorti juste après, on dit il est décanonisé, il est plus dans le futur du DCU. C'est un bordel sans nom. Et du coup, je suis très très curieux. Ils auraient pu l'annuler. Il y a Batgirl qui a été annulé, etc., alors que le film avait été complètement fini. Ils auraient pu l'annuler. S'ils le laissent en place, c'est qu'ils espèrent en faire un profit, donc ils espèrent qu'il y ait des gens qui aillent le voir. Et du coup, malgré tout le malaise autour du film, c'est qu'ils doivent espérer que le film soit un énorme carton. Je sais pas. Moi, vraiment, ce film m'intrigue énormément. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir sur le film. Comment est-ce que ce film ne va pas être boycotté en 2023 avec les mœurs actuelles. Enfin, ce film me défrise. Voilà. Et c'est tout. Et quelles sont tes mentions honorables de ton côté, mon cher Kerr ? Alors, je vais commencer par un des blockbusters qui devrait être une très grosse surprise et un très gros succès, c'est Super Mario Bros, le film. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de très grosses réactions suite aux différents trailers. Il faut dire que le dernier est plutôt réussi et ça a l'air de bien traiter l'univers de Mario. Accessoirement, petite vanne, il y a une ressortie du film Mario en Blu-ray, je crois, ou en DVD. Et toute la promo tourne autour du fait que le film est très mauvais et qu'il faut acheter le Blu-ray juste pour s'en rendre compte. J'ai trouvé ça rigolo. Autre, on va dire, mention honorable, je vais quand même citer le nouveau Pixar qui s'appelle Élémentaire et qui sort le 21 juin pour l'instant au cinéma. Est-ce qu'il va sortir sur Disney+, on verra. Dans les immenses réalisateurs qui sortent des films cette année, mais alors là pour le coup je vais complètement faire l'impasse. Il y a le nouveau film de Terrence Malick sur différents passages de la vie de Jésus. Ça a l'air extrêmement pesant, mais voilà, il y a un Terrence Malick.
En mention honorable, j'ai envie de citer The Son, qui est un film qui fait partie d'une trilogie qui fait suite au film The Father avec Anthony Hopkins. Si vous ne l'avez pas vu, très grand film. Avec un des plus grands rôles d'Anthony Hopkins, et c'est peu dire quand on connaît la carrière d'Anthony Hopkins, avec Laura Dern, Hugh Jackman, Vanessa Kirby et Anthony Hopkins notamment. Donc voilà, celui-là je le cite. Empire of Light, qui est un film de Sam Mendes, réalisateur des derniers Bond, mais surtout réalisateur d'American Beauty, qui est un ou le de mes films préférés, avec un casting en béton avec Olivia Colman notamment. Je l'ai pas mis dans mon top pour une raison simple, c'est que c'est un film d'amour, donc bon, voilà. Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson qui sort le 21 juin, qui a un casting complètement dingue, avec Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Adrien Brody, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Liv Schreiber de Ray Donovan, enfin voilà. Mais j'en sais trop peu sur le film pour le mettre. Il y a Beau is Afraid avec Joaquin Phoenix qui va jouer différents personnages à différents âges, et c'est un film d'Ari Aster. Si je l'ai pas mis dans le top, c'est que il y a apparemment un conflit actuellement sur la durée du film entre Ari Aster et ceux qui sortent le film. Ari Aster veut un film très long. Ça m'a un petit peu refroidi. Et puis, tu vois, bon, t'as parlé de Mission Impossible. Ceux que t'as cités, je vais pas revenir dessus. Dans ceux qu'on n'a pas cités, moi je le ferai à la fin parce qu'il y a encore des gros films qu'on n'a pas du tout cités. Et je te demanderai si ça t'intéresse ou pas. Vas-y, balance-moi ton numéro 1, s'il te plaît. Bon, numéro 1. Mon numéro 1, sans trop de surprise, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc c'est mon film le plus attendu. Pourquoi ? C'est parce que c'était le film le premier était le film qui m'a le plus plu une année sans que je l'attende. Je ne savais pas je voyais ça comme étant une espèce d'œuvre purement mercantile de Sony. Le fait de pouvoir utiliser jusqu'au bout de la corde la licence Spider-Man qu'ils ont alors que le MCU l'a pas, etc. Et le film a été une espèce d'énorme claque dans notre tête. Hyper beau scénario, extrêmement bien écrit, extrêmement bien... franchement, on en prenait plein la tête au cinéma quand on allait le voir. C'était un déluge de couleurs, la réalisation était impeccable. Musique aussi. Et du coup, je me suis dit que ce serait en fait faire justice, que du coup, cette fois-ci, de le mettre en 1. On verra s'il réussit à être au niveau de sa hype, ou ne serait-ce qu'être au niveau du premier. Mais c'est pour ces raisons-là que, à titre personnel, je l'ai mis en 1. Et toi, mon cher Kerr, quel est ton 1 ? Eh ben, mon 1, c'est Aquaman et le Royaume perdu qui sortira le 20 décembre pour une raison très simple. Lors de la critique sur la chaîne de Aquaman 1, j'ai été tellement insulté par les gens parce que j'avais dit que le film était moyen que aujourd'hui je ne veux plus prendre de risques. Et donc je me plie à l'avis général. Non, c'est pas du tout celui-là, c'est Dune partie 2 de Denis Villeneuve. J'ai hâte de voir ce que Denis Villeneuve va faire du film pour plusieurs raisons. La première, c'est dans les déclarations de Denis Villeneuve, il a annoncé que le personnage principal du film allait changer et que ça allait être Chani. Alors quand on a lu le bouquin, ça soulève énormément de questions. Comment va-t-il faire pour vraiment mettre Chani au cœur de l'intrigue ? Alors elle est très présente dans cette partie qui va être développée du bouquin, bien sûr, mais c'est Paul Atreides qui reste bien évidemment le personnage principal. Est-ce que c'était juste un effet d'annonce ? Est-ce que c'était juste pour dire que Zendaya allait être plus présente à l'écran ? Je ne sais pas, on verra. La deuxième partie du bouquin Dune qui va être abordée dans ce film est très différente de la première, mais elle est absolument excellente aussi. Et puis un autre élément que je trouve en dehors du fait que Dune est un chef-d'œuvre et puis que forcément je trouve que Villeneuve a très très bien bossé sur la première partie. Un autre élément qui me chauffe beaucoup pour la deuxième partie, j'espère que les fans d'Aquaman ne m'en veulent pas trop d'ailleurs, c'est le casting qui a été incroyablement renforcé.
Et quand je dis incroyablement, c'est que Denis Villeneuve a fait le casting avant que certains des acteurs sortent leur film qui les a propulsés, vous allez voir. Austin Butler a été rajouté, il joue Fetrota, Harkonnen. Austin Butler, il vient d'avoir le Golden Globes du meilleur acteur pour Elvis. Il y a Florence Pugh, qui joue la nouvelle Black Widow, mais qui a joué... C'était surtout l'acteur principal de Shannara Chronicle, et c'est ça sans doute qui l'a propulsé. C'est vrai. Non, mais Austin Butler est excellent dans Elvis. Florence Pugh, c'est bien évidemment Midsommar, et à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, elle est extraordinaire. Et je l'ai vue cette année dans... qui a fait ce film là où elle joue une femme au foyer, je suis désolé, elle est excellente dans ce film. Et elle va jouer la princesse Irulan, ce qui veut dire que s'il y a une troisième partie, Florence Pugh sera extrêmement importante. Léa Seydoux va jouer Lady Margot, Christopher Walken va être l'empereur Shadipa, Tim Blake Nelson a été rajouté au casting récemment, c'est un acteur fétiche notamment des frères Cohen, et l'ami Tim Blake Nelson, pour l'instant on ne sait pas quel rôle il va jouer, et puis ça c'est bien évidemment sans le retour du casting du 1, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Timothée Chalamet, Zendaya, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, casting complètement dingue dans Dune partie 2. Un réalisateur qui est excellent, que j'apprécie énormément, une œuvre littéraire dont je suis amoureux. Voilà, tous les éléments sont là pour que ce soit bien évidemment mon numéro 1. Et alors mon cher Greg, maintenant, je vais te citer quelques films qu'on n'a pas cités. Tu me dis là comme ça, si oui ou non, ça te tente. Premier, Wonka. Qui est l'adaptation de Willy Wonka avec Timothée Chalamet dans le rôle de Wonka. J'ai dit non, t'as dit Wonka, j'ai dit non, direct. Ok, Shazam 2. Oui, mais sans plus. Ouais, bof. Hein. La suite du SOS Fantôme, tu sais, avec le gamin de Stranger Things et... Ouais, et il y a Carrie Coon. J'en suis à 8 fois d'essayer de regarder le film. Pour l'instant, je me suis endormi à chaque fois. Ah, ouais. Donjons et Dragons, moi, c'est bof. Scream 6. Non. Alors, Scream 6, qui pour le coup a l'air d'être original, et saluons la qualité de l'affiche de Scream 6, qui reprend en fait le métro new-yorkais pour faire le masque de Ghostface, parce qu'apparemment les meurtres auront lieu dans le métro. Un des films qui sera probablement un des plus gros succès français de l'année, si ce n'est peut-être le plus gros, c'est Astérix, l'Empire du Milieu, de Guillaume Canet, avec Gilles Lelouch, Guillaume Canet, avec Jonathan Cohen, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Zlatan Ibrahimovic. Enfin, t'en penses, bof? Oui. Oui, il a l'air sympa. The Flash, tu l'as cité. Moi, j'en attends rien de particulier, mais c'est vrai que dans le contexte d'ici, c'est intéressant. Aquaman 2. Oui, mais c'est plus parce que je suis curieux de ce qui va se passer avec DC que de Aquaman en soi. C'est fou comme je m'en fous. Et surtout, il y a un truc qui me fait très peur. Je suis désolé, hein, mais faire Aquaman 2 quand on vient de voir Avatar 2, moi ça me fait peur. Creed 3 avec une originalité, c'est Michael B. Jordan qui réalise. Et ça me chauffe énormément parce que ils ont quand même c'est Creed, enfin c'est la suite de Rocky et ils ont viré Stallone, ce qui est quand même fou. Que le studio a backé Michael B. Jordan sur le scénario. Donc soit c'est que le scénario est complètement incroyablement naze et que Stallone s'est barré, parce qu'il a été viré / il s'est barré. Hein. Ils lui ont donné le choix d'avoir un plus petit rôle et il a préféré se barrer. Donc soit le scénario est naze et c'est pour ça qu'il n'était pas là, soit c'est vraiment que le film avait un truc et que le studio s'est dit on part dans cette direction. Donc ça c'est le premier truc, et deuxième truc c'est que Jonathan Myers a l'air de vraiment envoyer dans le film, en tout cas sur la bande-annonce il est hyper charismatique et j'ai hâte de voir. Ah mais attends, je savais pas qu'il jouait dedans, Jonathan Myers. Et c'est incroyable à quel point il joue un personnage qui n'a aucun rapport avec les autres qu'on a pu voir, et il est hyper charismatique, ça donne envie de voir le film juste sur ça. Ok, bon on refait toute la vidéo et je le mets dans les mentions honorables. Autre film, Ferrari, qui est un biopic sur Enzo Ferrari, signé Michael Mann.
Ouais, j'attendais rien des films de. Je suis pas du tout sport de combat. J'allais dire de Formule 1, mais juste de sport de mécanique, ça me tente pas plus que ça d'habitude. Et là, ces derniers temps, on a eu des films sur les voitures qui ont été extrêmement bien réalisés. Du coup, pourquoi pas? Ouais. C'est Adam Driver qui jouera Enzo Ferrari, Penelope Cruz, Shailene Woodley de Divergente qui sera également là. Shailene Woodley qui depuis Divergente fait quand même des trucs plutôt stylés. Le prochain film bien évidemment c'est Kimitashi wa do Ikiruka, alias Comment vivrez-vous, un film de Miyazaki. Ah, un petit Miyazaki cette année aussi. Hein. Bah, on l'a pas dit. Hein. C'est Grand Papy qui est revenu, on va voir s'il a toujours la main. Les Gardiens de la Galaxie 3, toi tu l'as cité, moi je suis inquiet après avoir vu différents trucs sur les Gardiens de la Galaxie, mais pourquoi pas, ça sera les adieux de James Gunn avec Marvel, donc on verra, et puis John Wick 4 quand même, pour que ça bastonne un petit peu. Alors John Wick 4, le pitch du film c'est John Wick maintenant est pacifiste et il refuse de se battre totalement. Comment va-t-il se réadapter à la vie civile? Non, c'est pas du tout ça. John Wick, en fait, il est vénère parce que quelqu'un a gobé son poisson rouge et donc là, il va se venger avec une petite cuillère. Ça sera sa seule arme dans le film. Donc c'est la suite, bien évidemment, et ça fera transition avec le spin-off Ballerina avec Ana de Armas. Je pense qu'on a à peu près rien oublié des films de l'année. Ant-Man et Quantumania, tu en as parlé. Moi, j'ai juste dit que ça me chauffait moyen. Il y a peut-être un Kingsman, mais il pourrait être retardé. Le nouveau Kingsman, et un autre film qui pourrait arriver cette année, mais dont le tournage est compliqué, c'est le nouveau Francis Ford Coppola, Megalopolis, avec aussi Adam Driver. En fait, tu me fais penser qu'il y a un très gros film qui sort cette année et qu'on n'a pas cité. Il y a le nouveau Makoto Shinkai qui est Suzume. Makoto Shinkai, qui était donc le réalisateur de Weathering with You, entre autres, Suzume qui sort le 12 avril. Et en fait, le film est en 2022. C'est pour ça qu'on ne l'a pas eu quand on a fait les recherches. Et parce qu'il est sorti dans plein de pays en 2022 et qu'il n'a pas encore de date en France. Mais il sort le 12 avril. C'est vrai? Ah, tu m'apprends un truc. Ouais. Bah du coup, je viens de recevoir un SMS. Ils m'ont dit t'as oublié, c'est le 12 avril. Et du coup, j'ai pu voir, je crois, 10 minutes exclusives du film en travaillant avec Crunchyroll. Et ça a l'air d'envoyer vraiment sec. Donc moi ça me tente beaucoup Makoto Shinkai. Tu sais pas si tu vas pas tomber sur un chef-d'œuvre une fois sur deux, et puis la deuxième fois c'est un très bon film. Donc j'ai envie de dire, ce serait j'y aurais pensé, il aurait été dans mes mentions honorables, voire dans mon top 10. Alors il y a un film qui fait partie aussi des gros films de 2023, mais il est déjà sorti au moment où on vous parle puisqu'il sort aujourd'hui, c'est Terrifier 2, il fait beaucoup parler, c'est un film d'horreur. Qui est une suite de Terrifier 1. Vous allez me dire, waouh, mais The Scoop. Et il y a beaucoup d'éléments de promo qui me font marrer sur le film, puisqu'en fait, il y a des gens qui visiblement auraient vomi au cinéma, ont fait des malaises. Il y a eu des vrais problèmes parce qu'il y a des personnes qui ont vomi notamment devant eux dans les cheveux de la personne qui était derrière. Enfin, bon, on n'a pas d'image à vous montrer de tout ça, mais c'est un film d'horreur que j'ai hâte de voir. Il y a un autre film que j'ai hâte de voir, c'est Jung-E, qui sort le 20 janvier sur Netflix. C'est le nouveau film du mec qui avait fait Le Dernier Train pour Busan, et il avait fait la suite du Dernier Train pour Busan qui était vraiment vraiment très mauvais lui. Donc un film bon, un film très mauvais. On va voir ce que ça va donner. Voilà mon cher Greg, je pense qu'on peut dire au revoir aux gens. Au revoir les gens. Je te laisse dire au revoir un peu plus sympa. Et là, ah non, tu as la bouche pleine, alors je comble. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci aux tipeurs de soutenir la chaîne. Si vous voulez faire partie des tipeurs et nous aider pour cette année 2023, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas, il y a le lien dans la description. Merci à Galadriel à la réalisation. Merci à Daniel au montage. Merci également à toute l'équipe technique, aux ingé-sons, au service com de pas autant de monde. Bref, merci à tous, passez une bonne fin de journée. Ciao. Ciao. C'est bon, t'as fini ta bouche? tous. Ouais. Bah voilà.